Ah, il fait quand même beau, ça fait du bien les petites promenades comme ça. Tout à l'heure il faisait un petit peu trop chaud, là il y a un léger vent frais sous les arbres et c'est assez agréable. Je continue ma petite histoire au sujet des groupes. Quand on s'intéresse un petit peu à la psychosociologie, c'est assez intéressant, voire passionnant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est à la croisée entre la physique, la mécanique, mais également la physiologie. En anatomie, un membre, c'est une partie d'un ensemble qu'on va appeler un corps. En psychosociaux, en lien avec la question des dynamiques de groupe, chaque personne est un membre d'un corps social. Et donc l'ensemble évolue quasiment indépendamment de la somme de ses membres. C'est-à-dire que d'un côté, il y aura nous, qui évoluons pour nous-mêmes, on a notre libre arbitre, mais on a également nos ancrages identificatoires, nos groupes d'appartenance. Et à côté de ça, il y a également le groupe dont on fait partie qui évolue de façon autonome. Et le lien avec la mécanique, c'est qu'on est en permanence en situation de tension, avec l'idée de faire face à des forces à un niveau intrinsèque, c'est-à-dire à l'intérieur du groupe, et également extrinsèque, c'est-à-dire à l'extérieur. En clair, on sera en permanence dans une situation de conflit, ce qui est assez logique puisque si un groupe se fixe un objectif, inévitablement, en filigrane, émerge la question du changement et son corollaire, la résistance au changement. Donc on va avoir notre groupe qui aura une vie à l'intérieur de lui-même, mais également une place à l'extérieur. Pour rester dans le lien avec la mécanique et la physique, ne parle-t-on pas de groupe électrogène ? Le groupe électrogène, il est relié à un ensemble, va permettre de fournir de l'électricité à des appareils, mais par contre, à l'intérieur de lui, il y a tout un jeu de connexion, d'interdépendance, de manière à lui permettre de fonctionner. Si bien que ton groupe, il va se positionner vraiment à 3 niveaux. Un niveau micro-sociologique, l'échelle de la petite communauté, un niveau méso-sociologique, à savoir l'organisation générale dans lequel le groupe fait partie, et également un niveau macro-sociologique, c'est-à-dire à l'échelle de la société. Et donc l'intérêt du groupe, c'est d'arriver à une forme de cohésion, mais également de solidarité. Et les deux vont ensemble en fait. Si le groupe est cohésif, il sera d'autant plus solidaire, et s'il est solidaire, il sera d'autant plus cohésif. Et la cohésion va dépendre de 2 grands facteurs, des facteurs socio-affectifs, c'est-à-dire le sentiment du membre d'appartenir à un groupe, l'intérêt que le membre a pour atteindre l'objectif commun, et des facteurs socio-opératoires en lien direct avec l'objet, avec la finalité, avec l'objectif. Et donc dans le groupe, on aura aussi des membres un peu plus autonomes, qu'on dira égocentriques, qui ne seront pas plus portés sur les facteurs socio-affectifs que sur les facteurs socio-opératoires. En général, ce sont des personnes qui seront beaucoup plus centrées sur elles-mêmes. Et donc, ce qui induit le changement au sein d'un groupe, ce qui implique le fait de traverser une zone de conflit, va tenir souvent sur le modèle de leadership. Je rappelle qu'un leadership n'est pas forcément incarné par un chef ou par une personne qui est positionnée plus haut que soi dans la hiérarchie. En gros, les chercheurs en ont distingué 3 types. Un leadership de type autoritaire, un leadership de type démocratique, un leadership de type laisser-faire. Le premier va imposer la ligne de conduite, va imposer le cahier des charges, va fixer l'objectif. Le second sera beaucoup plus dans une prise de décision qui sera plus ou moins collective. Et le troisième, il n'intervient pas beaucoup, si ce n'est de temps en temps de rajouter une petite expertise quand il y a besoin. Et en fait, il y a 2 expériences que je trouve super intéressantes. Alors en gros, ça se passe dans les années 30. Il y a des chercheurs qui avaient essayé de déterminer en fait les leviers de productivité dans une usine de la Western Electric. Et ils s'étaient demandé si, en faisant varier l'intensité de la lumière, cela pouvait avoir un effet sur la production. Donc ils avaient fait l'expérience auprès de l'ensemble des ouvrières et ils avaient pu constater une différence de productivité. Du coup, ils avaient décidé de diviser le groupe en 2 et de refaire l'expérience. Pour un des groupes, on modulait l'intensité de la lumière, pour l'autre, on changeait rien. Et on a constaté qu'il n'y avait pas d'incidence, c'est-à-dire que la productivité augmentait des 2 côtés. Comment ça se fait ? C'est-à-dire que c'est pas tant le changement dans les conditions de travail qui ont provoqué un changement dans la production, mais tout simplement le fait que les femmes étaient conscientes qu'elles faisaient partie d'une expérience et que cette expérience avait l'objectif d'améliorer leurs conditions de travail. Le simple fait qu'elles aient conscience de ça, qu'elles ont ressenti que leur employeur a une certaine préoccupation envers elles, ça a créé des conditions positives en termes de relations sociales et ça a été suffisant pour voir croître la productivité. D'où le fait que dans un groupe, il y a la question de la caractéristique commune, de l'objectif commun, mais également des liens et des jeux d'interaction entre les membres. Et la seconde expérience, c'était en lien avec des femmes de combattants pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement américain avait lancé une grande campagne de propagande pour inciter les femmes à cuisiner des abats riches en protéines pour leur
leur mari. Et globalement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Si bien que des chercheurs ont tenté une expérience. Ils ont construit 2 groupes de femmes. L'un des groupes assistait à une conférence, le second groupe à un groupe de travail. Les 2 modalités concernaient exactement le même objectif, à savoir changer les habitudes alimentaires des militaires pendant la guerre. Et ben on a constaté que dans le groupe de femmes qui ont assisté à une conférence, c'est-à-dire sur un modèle descendant, seulement 3% ont changé les habitudes alimentaires. Et du côté du groupe de travail, c'est-à-dire qui a été impliqué, à qui on a demandé son avis, on a constaté là, dans la semaine qui suit, 33% de changement. Et la grosse différence entre les 2 groupes, c'est que un des groupes a participé à l'élaboration de la prise de décision. On en arrive donc à l'idée que tu as plus de chances de changer l'individu en passant par le collectif que le contraire. C'est-à-dire que tu peux pas forcément changer les habitudes d'une personne, par contre tu peux changer les habitudes d'un groupe entier. Ce qui de facto va impliquer sur le changement des habitudes des membres du groupe. Mais par contre, là où il faut faire attention, c'est le recul que le membre peut avoir sur la prise de décision. C'est-à-dire que quand tu fais partie d'un groupe, d'un collectif, il y a ce qu'on va appeler la pensée groupale et également l'illusion groupale. C'est-à-dire que ta propre pensée va se confondre avec la pensée collective et il va y avoir un phénomène de dilution de la responsabilité. Tu ne commettrais pas un acte de façon isolée si tu étais tout seul, alors que ça te gêne moins si c'est dans le cadre d'un collectif. Et donc on en arrive à un phénomène qui a été nommé, qui s'appelle l'effet de polarisation. L'effet de polarisation, c'est de se dire que les décisions qui vont être prises par un groupe seront parfois beaucoup plus extrêmes qu'un individu isolé. Ce qui viendrait en somme à dédouaner quelque part une personne qui fait partie d'un collectif et ce groupe a commis certains méfaits. Pour autant, au regard de la loi, quand c'est en bande organisée, quand c'est en groupe, en collectif, souvent c'est aggravé, c'est pas forcément dilué. Très souvent d'ailleurs dans les phénomènes de harcèlement, on en parle en ce moment, le harcèlement scolaire, il y a chez les ados qui font partie du groupe harcelant une tendance parfois à minimiser ce qu'ils ont fait. Je suis pas convaincu que dans ce genre de cas de figure, les jeunes soient si organisés que ça. J'aurais tendance à me dire que ce qu'ils ont en commun, c'est surtout de partager leur propre solitude. Bon, à part ça, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la différence entre un groupe et une équipe, je rappelle qu'un groupe n'est pas forcément une équipe, mais qu'une équipe est nécessairement au départ un groupe. Toute la différence tient dans la manière dont c'est structuré et le côté institutionnalisé, avec ses logiques de hiérarchie, etc. C'est en ce sens-là qu'un groupe de copains, on pourrait l'apparenter à un groupe primaire, alors qu'une équipe de travail, ce serait plutôt ce qu'on appellera un groupe secondaire. Le groupe primaire sera beaucoup plus orienté sur la question du lien et de la relation entre les membres, alors que le groupe secondaire, c'est plus en lien avec un objectif. Et donc cette notion d'institutionnalisation, elle est importante parce que on voit le poids de l'institution sur l'individu. Parce que là-dedans, il y a une donne qu'il ne maîtrise pas, sur lequel il n'aura pas forcément de marge de manœuvre. Et on constatera que moins tu as de marge de manœuvre sur le système dans lequel tu évolues, plus il y a un risque d'aliénation identitaire. Et encore, là, ça dépend de ta marge de manœuvre. Si l'institution contrôle ton timing, contrôle tes loisirs, contrôle ta manière de t'habiller, contrôle tes choix, très souvent, on assistera à l'émergence de stratégies. Soit on arrivera dans une conformisation totale vis-à-vis du modèle qu'on nous impose, soit on se positionnera en opposition totale, soit on développera des adaptations secondaires, c'est-à-dire qu'on essaiera d'influer sur l'espace et le temps, mais de façon officieuse. Un petit peu ce qui se passe par exemple dans les prisons, qui vont se passer un petit peu en loose day dans les couloirs, dans l'ombre, le soir, ou j'en sais rien, mais qui n'ont absolument rien d'officiel ni de prescrit. Pour autant, ça, ce sont des stratégies qui permettent justement à l'individu de survivre psychiquement. Je trouve ça assez fascinant. Très souvent, dans le TSA, on parlera de masques, on parlera de caméléon, de costume social. Et un costume social, c'est quoi? C'est tout simplement un rôle. Parce que si on considère un groupe comme une entité vivante, un organe, et que nous, on est fonctionnel dans ce système, on voit bien que notre fonction n'est pas forcément corrélée avec notre rôle. On peut avoir exactement la même fonction, mais pas le même rôle. C'est-à-dire pas la même manière d'incarner cette fonction-là. Je sais pas si dans une assoce, toi tu t'occupes des liens avec la banque ou si tu t'occupes de la com, bah ça va être ta fonction. Mais peut-être que par rapport à l'ensemble, par rapport au groupe, par rapport à la vie associative, tu vas avoir un rôle fédérateur, par exemple. Et la nuance me semble importante parce qu'on est dans une société qui compartimente vachement, qui va ériger des catégories. On va parler de catégories sociales. Ces mêmes catégories seraient presque hiérarchisables dans un système pyramidal.
social et on aborde rarement cette question de rôle. Et c'est vrai que me concernant, c'est une question que je me pose régulièrement. Quel est mon rôle là-dedans? D'autant plus que par le passé, j'ai longtemps été en position d'observateur, à essayer de comprendre le fonctionnement des autres, me positionnant en somme à l'écart, sans même me dire que moi-même j'étais actif et acteur là-dedans. Pour le coup, je crois que c'était une erreur de raisonnement de ma part, parce que j'avais peut-être tendance à me mettre en marge, comme si le groupe évoluait indépendamment de moi. Et dans une optique dynamique, c'est évident que je ne suis pas totalement absent des évolutions, des trajectoires qu'ont pris certains groupes d'appartenance dans lesquels j'ai pu évoluer à un moment. C'est-à-dire que si je me disais que les autres ont pris une autre route que moi, ils ont pris un chemin sans moi, je me rends compte que j'ai aussi participé à ça, et c'est aussi moi qui ai amené le groupe à prendre ce chemin sans moi. En fait, je me suis identifié pendant des années à une tragédie existentielle, telle qui faisait que j'avais du mal à me sentir intégré dans un groupe, alors que tout ça, c'était une histoire de synergie, de champ de force et de physique.